Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour parler aujourd'hui d'un thème qui est au cœur de tout. Pourquoi? Parce que c'est le thème de renforcer l'autonomie financière des femmes. Et comme vous le savez, l'autonomie financière des femmes, c'est la première des libertés, c'est la base de leur autonomie. Et pour parler de ce thème si important, j'ai la chance d'avoir à mes côtés des invités à la fois prestigieux, mais surtout des militants de la cause féminine qui sont non seulement des défenseurs, mais qui sont aussi des acteurs. Donc, je vais les présenter immédiatement. J'ai à mes côtés Jacques de Peretti, PDG d'AXA France, Guillaume Richard, PDG fondateur du groupe WeCare, donc c'est 18 000 collaborateurs, David Mahé, administrateur du Syntec Conseil, syndicat professionnel représentatif des sociétés de conseil, Olga Trocianski, présidente et fondatrice du laboratoire de l'égalité, et maître Karine Denoy-Banteux, spécialiste du droit de la famille, des personnes et du patrimoine. Alors, je l'ai dit en ouverture de cette table ronde, l'autonomie financière, c'est la base de l'autonomie, c'est la liberté des femmes, c'est la base de leur émancipation. Mais c'est également la protection, la meilleure des protections contre les violences faites aux femmes. En effet, quand vous avez de quoi vivre, quand vous avez un salaire, eh bien, vous êtes en capacité de pouvoir quitter un conjoint violent. Vous êtes également en capacité de pouvoir quitter un emploi si vous êtes harcelé ou si tout simplement vous ne vous sentez pas bien dans cet emploi. Et pourtant, je dois dire que nos ateliers de travail ont révélé qu'il restait encore une ambiguïté forte entre les femmes et l'argent. Nous sommes au XXIe siècle. 85% des femmes entre 25 et 60 ans travaillent. Elles détiennent aujourd'hui un tiers des richesses privées mondiales. Et pourtant, elles ont encore du mal à parler d'argent. Elles ont du mal à demander des augmentations. Elles ont du mal même à anticiper leur retraite et elles restent également très en retrait sur tout ce qui concerne les investissements. Et pourtant, là encore, c'est important, elles doivent se préoccuper et s'informer de leurs droits, des conséquences de chacun de leurs actes, que ce soit quel type de contrat de travail, du temps partiel, les PACS, les achats immobiliers, parce que toutes ces décisions auront un impact important sur leur retraite. Et s'il existe une inégalité qui est en faveur de la femme, c'est qu'elles ont une longévité plus importante et donc elles passeront 30% de leur vie à la retraite. Mais avant d'arriver à la retraite, l'autonomie financière des femmes, elle se gagne. Et elle se gagne par l'emploi. Et aujourd'hui, la majorité des femmes sont des salariés. Donc le rôle de l'entreprise pour aider les femmes à renforcer l'autonomie financière est essentiel. Dans un monde, en 2020, où il y a encore un écart de salaire important. Donc pour évoquer tous ces sujets, je vais commencer avec vous, Jacques de Peretti. Vous êtes un partenaire historique de ce think tank et vous nous aviez dit l'année dernière que vous aviez pour objectif d'atteindre la parité femmes-hommes dans l'entreprise à 2030, d'éliminer tous les écarts de rémunération. Vous avez dit également, et je vous en remercie, qu'il n'était pas suffisant de compter sur l'évolution des esprits, car c'est en imposant l'égalité que l'on changera les mentalités. Alors, Jacques de Peretti, pourriez-vous nous indiquer où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de vos objectifs? Comment vous êtes-vous impliqué personnellement pour faire évoluer l'égalité au sein d'AXA? Merci. Alors, peut-être pour préciser pourquoi une entreprise et pourquoi un chef d'entreprise peut être impliqué dans l'égalité ou doit être impliqué dans l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je reprendrai, en tout cas ce qui me concerne, deux piliers dans ma conviction. La première, bien sûr, c'est une question de justice. Voilà, c'est très important. Moi, j'ai 3 filles et j'aimerais que ces filles aient les mêmes chances que mon garçon. J'ai aussi un garçon. Et puis, deuxièmement, j'ai une intime conviction, c'est que les femmes dans l'entreprise, c'est un plus pour l'entreprise. C'est une performance supérieure, c'est une diversité supérieure. C'est une ouverture magnifique. J'ai eu la chance de vivre 2 ans au Japon. J'ai vu combien une société pourrait... Notre société française n'est pas en avance. Hein. Je crois qu'on est 17e, mondial sur le sujet. Alors le Japon est très en retard et malgré les efforts qu'ils font, je suis sûr qu'une des raisons des difficultés que connaît le Japon aujourd'hui par rapport à la Chine ou d'autres pays asiatiques, c'est cette non-utilisation du magnifique potentiel
que sont les femmes japonaises et qui, dans les entreprises, sont brimées ou ne sont pas, en tout cas, suffisamment reconnues. Voilà. En ce qui nous concerne, eh ben nous, on est sur le parcours depuis une dizaine d'années. C'est un parcours qui est long. C'est un parcours où, en effet, il faut prendre des décisions, des mesures. Sur les inégalités salariales, par exemple, il faut sortir le sujet de la simple alignement annuel, mais mettre en place un budget spécial pour dire ce budget, il est réservé aux femmes, il n'est pas entre les mains des managers et il est réservé à la diminution. Nous avions, comme tout le monde, des écarts de l'ordre de 15%, je crois. Et aujourd'hui, la dernière statistique que nous avons, c'est 2%. C'est 2%, on arrive à poste égal, on arrive à des choses qui sont tout à fait convenables. Et l'autre sujet, bien sûr, c'est le sujet des responsabilités des femmes dans l'entreprise. Nous avons 50% de femmes dans notre entreprise, et pour autant, en 2006, nous avions uniquement 18% des cadres qui étaient femmes et uniquement 16% des cadres dirigeants qui étaient femmes. Nous avons mis en marche des mesures coercitives que nous sommes imposées pour aller de l'avant, pour faire en sorte que des nominations, je pourrais revenir là-dessus, que des nominations de femmes se passent. Aujourd'hui, le résultat n'est pas fantastique encore. Enfin, en ce qui concerne les cadres, aujourd'hui, 53% des postes de cadres, c'est des femmes. Et en ce qui concerne les dirigeants, les 300 top managers des 30 000 personnes qui travaillent pour AXA France en France, eh bien, nous sommes arrivés à 42% de ces dirigeants qui sont des femmes, et nous sommes en route vers l'égalité. Voilà. Donc oui, il faut prendre des mesures. Oui, il faut imposer dans les nominations, dans les revues de salaire, avec des budgets et avec des moyens, eh bien, une direction, une orientation, des objectifs. Donc un leadership fort qui prend des décisions. Clair. Et avec des moyens. Et avec des moyens. Merci beaucoup. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur les moyens. Guillaume Richard, vous êtes le PDG fondateur du groupe WeCare. Alors, vous êtes dans une situation différente, puisque 80% des salariés sont des femmes. Vous êtes un acteur clé de l'émancipation des femmes, parce que à la fois vous aidez les femmes à travers votre groupe à se consacrer à leur carrière en les déchargeant de certaines obligations, garde d'enfants, travaux ménagers, soutien aux parents, et en même temps, grâce à ça, vous donnez de l'emploi à d'autres femmes, puisque 80% donc de vos 18 000 employés sont des femmes. C'est même 95%. 95%. Et pourtant, vous nous avez dit, à l'occasion de ces ateliers de travail, avoir constaté qu'il y a un comportement féminin et un comportement masculin dans le monde professionnel. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces femmes et aussi aux hommes qui nous regardent? Allez gagner votre autonomie financière. Oui, effectivement, on a des comportements extrêmement différents. Comme je suis un militant de l'égalité femmes-hommes, tous nos postes depuis maintenant quelques temps, sont féminisés. Toutes nos annonces de recrutement sont féminisées. C'est-à-dire que je ne fais pas une annonce directeur, directrice, homme-femme, je fais directrice, femme-homme. Parce qu'au début, a posé quelques difficultés à Pôle emploi, mais maintenant, ils y sont habitués. Et malgré ça, quand je mets une annonce sur des postes directrice, directeur, le taux de candidature des femmes est extrêmement faible. Extrêmement faible. Il y a quelques années, j'étais sur... je voulais... alors c'est diffusé, mais normalement, je n'ai pas le droit de le dire, mais bon, je voulais absolument une femme en directrice commerciale. Et donc, j'avais mis cette annonce directrice-directeur commercial. Plus de 90% des CV hommes, moins de 10% de CV femmes. Et donc, je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les moins de 10%. Donc, j'ai changé un élément, l'intitulé du poste. Je suis passé à responsable. Et en passant à responsable, j'ai eu plus de 50% de CV femmes. Alors bon, au final, je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les candidatures, donc j'ai pris un candidat. Mais juste pour dire que sur l'intitulé, on va avoir moins de femmes qui vont postuler sur des postes de direction. Ça veut dire que pour vous, le mot de directeur, ça fait peur, les femmes ne se sentent pas en capacité d'avoir... Alors, l'explication et le pourquoi, je pense qu'il faut... Enfin, je ne suis pas forcément la personne la plus qualifiée pour vous dire le pourquoi des choses. Moi, je constate juste ça, je le constate. Je constate aussi que il y a un an, je cherchais une directrice générale, j'aurais souhaité une directrice générale, et donc je mets une annonce directrice générale, femme-homme, 109 candidatures, aucune candidature de femme. Aucune. 109 candidatures pour un poste de directrice, directeur général, 0 candidature de femme.
Voilà. Je reçois pour d'autres postes, j'avais un poste de directeur de la communication. Quasiment à chaque fois quand je recevais, donc mon entreprise est basée au Mans, quasiment à chaque fois quand je recevais un homme qui n'était pas du Mans, il me disait bah, c'est pas grave, on déménagera avec la famille. Chaque fois que je recevais une femme, elle disait je ferai le trajet. Donc oui, il y a des appréhensions qui sont fondamentalement différentes. Et derrière, il peut y avoir dans l'entreprise une volonté de promouvoir les femmes, à condition aussi qu'on ait ces candidatures. Et donc, quelles sont les actions que doit mener l'entreprise pour favoriser les candidatures? Alors, quelles sont l'ensemble des actions qu'on peut mener? Et c'est là où je pense qu'il faut accompagner sur mettre en place du mentorat, montrer la possibilité d'eux, donner accès aux formations qui permettent d'aller vers des postes de dirigeants, mettre en œuvre les conditions qui permettent de prendre ces postes. Parce que souvent, dans les conditions qui permettent de prendre ces postes, c'est je suis directeur, je vais peut-être avoir des déplacements professionnels. Et si j'ai la charge des enfants, par exemple, comment est-ce que je fais pour gérer mes déplacements professionnels? Et donc, c'est là aussi où nous, notre entreprise, on a un rôle, comme vous l'avez signalé, à la fois vis-à-vis de nos propres collaborateurs, mais vis-à-vis de l'ensemble des femmes, en permettant, par des actions, par nos services de garde d'enfants, par exemple, de pouvoir prendre des postes qui nécessitent de se déplacer, donc qui nécessitent de se libérer de cette charge mentale et de pouvoir avoir la possibilité de prendre ces postes. Vous vous rendez compte que c'est très décoiffant quand même, ce que vous êtes en train de nous dire, parce que vous dites à toutes ces femmes qui sont là, c'est vrai que finalement, en fait, l'entreprise peut beaucoup, et c'est ce que vous faites, je sais que vous prenez des actions, mais aussi vous dites aux femmes, prenez-vous en main. Il est temps aujourd'hui que les femmes, mais je dirais plus loin, la société dans son intégralité, l'éducation que l'on donne à l'école aux femmes, de leur dire, vous avez le droit, vous êtes en capacité d'avoir les plus grands rêves, les plus grandes responsabilités, et c'est un sujet majeur. Et je dois dire que vous avez raison, dans nos ateliers, moi-même, j'ai été surprise du nombre de jeunes filles qui nous disaient « Ah, mais on manque de confiance en nous. Nous sommes en 2020, c'est quand même incroyable. » Et il y a un point énorme de culpabilité qui est porté sur la femme. Quand vous avez une femme qui va prendre un poste à responsabilité, la première question qu'on lui pose, c'est comment est-ce que tu vas faire pour gérer ta famille? On ne pose jamais cette question à un homme. Oui, mais est-ce que justement, ça ne doit pas être interdit de poser ce genre de questions? Mais ça devrait, mais c'est le poids. On a aussi un poids culturel et c'est ce sur quoi il faut lutter. Et ça, c'est une lutte qui est dans les entreprises, mais aussi au niveau de tous. Quand on va poser, ma femme, par exemple, qui travaille avec moi, la première réflexion de ma grand-mère, c'était « mais comment est-ce que tu peux laisser les enfants ?» Et donc, ce poids culturel qui va culpabiliser, et donc cette culpabilité, il faut qu'on la lève. C'est très important. Il et donc, faut absolument travailler sur ça. De lever cette culpabilité, et c'est là aussi où nous, les entreprises, on peut avoir un rôle pour lever cette culpabilité et pour expliquer que, par exemple, faire garder ses enfants, confier l'entretien de sa maison, confier ses parents âgés à des professionnels, c'est pas quelque chose qui est négatif et c'est pas une culpabilité qui doit reposer sur la femme parce que peut-être qu'il y a moins de temps mais il y a mieux de temps et on doit garder l'affectif et confier le technique. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui existent et puis dans les points aussi de constatation extrêmement forts que j'ai pu faire dans l'entreprise, j'ai une entreprise avec plein d'agences différentes. Donc il y a 500 agences dans le groupe. Et il y a certaines agences qui sont tenues par des managers parce que ce sont des succursales et d'autres agences qui sont tenues donc des managers salariés, et d'autres agences qui sont tenues par des franchisés, qui sont des entrepreneurs qui utilisent notre marque, notre savoir-faire et notre accompagnement. Quand ce sont des salariés, j'ai 95% de femmes. Les managers responsables d'agence sont à 95% des femmes. Quand ce sont des entrepreneurs franchisés, c'est à 60%. Alors ça, Guillaume, on en parlera tout à l'heure dans une deuxième partie. Mais je voudrais, avant de donner la parole à David, moi j'aimerais quand même une réaction d'Olga et de Karine par rapport à ce qui vient d'être dit par Guillaume. Est-ce que vous pensez qu'effectivement il y a encore cette culpabilité sur le poids et sur les épaules des femmes? Alors il y a le sujet de la culpabilité et puis il y a le sujet du sauter l'obstacle. Je me souviens, quand j'étais membre du Conseil de l'Ordre au barreau de Paris, il y a une dizaine d'années, j'étais en charge de la commission femmes.
Et on ne cessait d'organiser des conférences à destination des femmes avocats en faisant venir des conférencières qui donnaient envie. Des conférencières qui étaient managing partners de cabinet d'affaires, qui étaient des belles femmes avec des enfants, avec des familles. On cherchait vraiment le profil parfait en se disant si vraiment celle-là, en l'écoutant, on ne se dit pas moi aussi je peux le faire. Voilà, donc c'était vraiment un enjeu considérable que de leur dire sautez l'obstacle, vous pouvez le faire. Parce que c'est déjà, il y a effectivement le poids, une fois qu'on se dit je vais prendre cette fonction parce que il y a le sujet évidemment des fonctions, il y a le sujet aussi beaucoup des mandats chez nous, dans la profession d'avocat. Alors ça a beaucoup évolué, mais il y a 10 ans, quand je suis arrivée, j'étais la plus jeune femme membre du Conseil de l'Ordre. Aujourd'hui, on a des quotas, on se présente nécessairement un homme et une femme, donc ça a beaucoup fait évoluer les choses. Mais on a eu quand même beaucoup de difficultés à mobiliser les femmes pour s'engager, à aller sur le devant de la scène, prendre des mandats de représentation. Donc il y a l'étape sauter l'obstacle, se dire je peux le faire. Et puis il y a aussi ensuite le sujet évidemment de la culpabilité, de la gestion du quotidien. Et c'est pour ça que chez nous on a assez peu de jeunes femmes mobilisées. Peut-être les sujets se règlent un peu différemment le temps passant. Olga, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je voulais commencer par dire qu'on vit une période avec le confinement, le Covid, où il y a eu une accélération d'un certain nombre de choses qu'on connaissait, avec ce travail à distance obligatoire. Et donc, je pense qu'il est important qu'en 2020-2021, un certain nombre d'entreprises qui sont présentes et qui nous écoutent aient bien conscience qu'il y a quelque chose de particulier à réfléchir et agir dans ce contexte-là. À la fois parce que les violences se sont multipliées par 5 ou 6, et donc quand on travaille à la maison et quand on ne va pas au bureau, il y a des choses effectivement à réfléchir au niveau management, direction. Quand on est une femme seule avec un enfant et que on fait les courses pour 3 repas, qu'on fait l'école à la maison, on a des difficultés aussi pour travailler. Donc on est en plus de ce que vous avez donné comme élément, dans un contexte où finalement les choses qu'on savait déjà un petit peu avant deviennent un petit peu plus aiguisées. Et je pense que cette organisation du télétravail qui s'organise de manière différente, de manière obligée, de manière volontaire, suivant le rythme des entreprises et des activités, est à réfléchir de manière vraiment spécifique par rapport à ce qu'on a évoqué, parce que ça amplifie ces différents sujets. Après, moi je pense, et on y a contribué à plusieurs dans ces propositions, il y a un point qui me semble vraiment faire avancer les choses, c'est la mise en place d'un congé de paternité qui soit prolongé, qui soit obligatoire et qui soit rémunéré par les entreprises. Je crois que c'est une clé de l'égalité entre les femmes et les hommes en France au niveau des entreprises. À partir du moment où des hommes et des enfants qui naissent voient tout de suite le regard de leur père et pas simplement de leur mère pendant les premières semaines de leur naissance, ça va jouer un rôle fondamental. Si les enfants ne voient que leur mère à leur naissance, puis ensuite des femmes à la crèche, puis des femmes à l'école maternelle, et ça continue, eh bien, culturellement, puisque vous avez évoqué des aspects culturels, eh bien, les enfants vont croire et comprendre que tout ce qui se passe au niveau parental, tout ce qui se passe au niveau familial, au niveau du foyer, des courses, etc., c'est de la responsabilité des femmes. Et puis là, vous avez raison, Olga, c'est que justement, ça va lever cette culpabilité des femmes vis-à-vis de leurs enfants, parce que là, on va s'apercevoir que c'est les hommes et les femmes qui peuvent s'occuper de leurs enfants. Et vraiment dans une logique de responsabilité partagée.
Et donc, je crois que la société est prête, hein, quand je dis à la fois des responsables d'entreprise, mais aussi au niveau du public. Et je pense que ça devrait être une des décisions fortes qui devrait être prise cette année pour faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes en France. Merci Olga. Bah, écoutez David, voilà, hein, c'est à vous. Je rappelle, quand vous êtes administrateur du Syntec Conseil, hein, c'est 250 entreprises en France et il y a beaucoup de femmes consultantes. Alors selon vous, puisque vous êtes un très bon observateur et observatoire des évolutions sociétales, est-ce que vous pensez comment les entreprises peuvent-elles mieux contribuer à assurer l'autonomie financière? Et puis, puisque nous venons de parler du congé de paternité, pourriez-vous nous en dire ce que vous en pensez? Alors, effectivement, la profession du conseil, on a à la fois des entrepreneurs, des observateurs et des influenceurs finalement des entreprises. Aujourd'hui, notre vrai enjeu, il est passé de l'égalité formelle, qui a beaucoup progressé, à l'égalité réelle. Et l'égalité formelle, c'est l'égalité des droits. Et aujourd'hui, très peu d'entreprises ne sont pas dans les clous au niveau du droit. En tout cas, en termes d'intention, en termes de politique RH, etc. Là où on a un vrai enjeu, c'est un enjeu sur l'efficacité de ce qu'on met en œuvre. Évidemment, on a fait beaucoup de progrès sur les discriminations, on a fait beaucoup de progrès sur les politiques RH. En revanche, on a 3 leviers sur lesquels on doit mieux travailler. L'emploi, la qualité du travail et la dynamique des carrières. Alors, sur l'emploi, on a un vrai enjeu qui est que les carrières des femmes, enfin, l'accès à l'emploi des femmes est plus difficile à cause d'une vie, tout simplement, des congés maternité, des déménagements, on en a parlé, des carrières qui peuvent être éventuellement plus hachées, et ça crée une inégalité qu'on doit corriger. Sur la question de l'organisation du travail, du management du travail, de l'inclusion, eh bien aujourd'hui, il y a des politiques d'inclusion d'un côté et des politiques d'entreprise de l'autre. Et finalement, on a besoin de faire converger les politiques d'entreprise et les politiques RH. Et puis enfin, sur la question des carrières, eh bien, on a besoin, c'est ce qu'on présentait à l'instant chez AXA par exemple, on a besoin non pas de produire de l'égalité, mais de corriger des inégalités. Et l'entreprise est vraiment là pour ça. Et donc, c'est pas uniquement avoir un comportement responsable, c'est avoir surtout un comportement efficace. C'est valable donc sur la capacité à recruter, la capacité à faire réussir les femmes et la capacité ensuite à organiser l'entreprise pour que chacun finalement ait sa chance de réussir en étant plus inclusif. Merci beaucoup. Donc, Jacques de Peretti, corriger les inégalités, hein, c'est ce que vous essayez de faire chez AXA. J'ai regardé toutes les propositions qui vous avaient semblé intéressantes dans notre 100% livre blanc, les 100 propositions. J'étais ravie de voir qu'il y avait plein de propositions qui vous intéressaient, dont justement celle de la mise en place d'un congé de paternité. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous pensez que c'est important et est-ce que c'est faisable dans une grande entreprise comme la vôtre ? Écoutez, je crois que c'est important parce que je crois que ça va corriger le regard des enfants et de la société sur l'éducation des enfants. C'est ce qu'a dit Olga. Si dès les premiers jours, on considère que cette responsabilité doit être partagée, ça va soulager ce sentiment de culpabilité quand la femme s'éloigne de son foyer pour mener sa carrière. Donc je crois que c'est capital. Nous avons un petit peu devancé les choses et je pense qu'aujourd'hui ça va aller. Je pense que le gouvernement est très intéressé par cette proposition et je pense que ça va évoluer. Mais tout est une question vraiment de culturel en fin de compte. Je crois que vous l'avez dit, si on regarde juridiquement les choses, aujourd'hui, les femmes sont les égales de l'homme. L'arsenal, le dispositif, je crois qu'on a bien avancé. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est la culture et le regard. Et par exemple, quelque chose qui a bien fonctionné chez nous aujourd'hui, c'est le sponsorship d'une femme ou d'un homme qui inspire au profit d'une femme qui n'a pas aujourd'hui l'envie ou l'assurance en soi pour réussir. Et cela, on a mis en place ce programme de sponsorship, tandem sponsorship, qui fonctionne très 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 bien pour donner envie et ensuite pour accompagner avec des réussites qui sont de bonne qualité. Moi, je voudrais juste dire un chiffre parce que quand on agit, parfois on crée des problèmes. Quand on a agi
pour rétablir cette inégalité sur la présence des femmes dans les instances dirigeantes d'AXA, il est clair que pendant une dizaine d'années, on a plus de directrices femmes que de directrices hommes. Et donc, ça a créé chez les hommes le sentiment que, ma foi, faire carrière chez AXA, ça allait devenir difficile dans la mesure où, en gros, on nommait deux directeurs sur 3 femmes pendant et nous, ça nous a aussi interpellés sur le thème, mais avec cette approche un peu systématique, est-ce que on se trompe pas? Et ce que je regardais l'autre jour avec mon comité RH, c'est la performance des femmes. Performance des femmes dans l'entreprise. Vous savez que nous, comme dans toutes les entreprises, les dirigeants ont une part variable de leur rémunération non négligeable. Cette part variable est assise sur des performances individuelles. Alors les critères valent ce qu'ils valent, mais enfin en tout cas, nous considérons qu'ils sont alignés avec l'intérêt de l'entreprise. Eh bien, quand on regarde ce que ces femmes nommées au cours des dernières années ont apporté, on se rend compte que le niveau d'atteinte d'objectifs était supérieur chez ces femmes que chez les hommes. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel de femmes à qui on peut tendre la main et qui peuvent réussir et qui réussissent. Voilà. Et donc ça a aussi rassuré tout le monde de voir que ça fonctionne, que nous, bien sûr, quand on choisit un dirigeant, on a parfois des échecs, que ce soit un dirigeant ou une dirigeante. Donc on a des échecs chez les dirigeantes. Mais globalement, en moyenne, eh bien, ça fonctionne. Et donc, il faut continuer sur cette voie-là. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que finalement, vous mettez du rationnel dans la politique de rattrapage, en disant, mais finalement, oui, quand on rattrape en embauchant plus de femmes, ou en tout cas en créant un environnement professionnel qui leur permette d'assumer leurs ambitions, c'est bon pour la société globalement. C'est bon pour l'entreprise, c'est donc un moyen, effectivement, d'expliquer aux hommes, mais écoutez, c'est bon aussi pour vous, parce que la société est en train de progresser. Donc ça, c'est un élément très important. Vous nous avez dit aussi, vous avez choisi l'une de nos propositions, qui était de dire, encourager les DRH à informer les candidats, hommes et femmes, de la même manière sur les avantages de l'entreprise. Flexibilité, télétravail, opportunité de temps partiel. J'évoque ce sujet parce que quand on parle de l'autonomie financière des femmes, la question du temps partiel, c'est une question essentielle. Pourquoi, et on en parlera tout à l'heure au niveau des retraites, pourquoi les femmes aujourd'hui sont plus des retraités pauvres ou précaires? C'est parce qu'elles font du temps partiel. Comment, au sein de l'entreprise, on peut, est-ce que c'est la proposition donc de former les DRH dès l'embauche? C'est pour ça que vous avez choisi celle-ci? Dès l'embauche, je crois qu'il faut parler, et ça a été dit tout à l'heure par un des intervenants, de la manière dont on va pouvoir concilier plus facilement la vie de l'entreprise avec sa vie personnelle. Parce que du jour au lendemain, on ne va pas en claquant des doigts faire en sorte que les hommes et les femmes, en termes de préoccupation pour les enfants, les choses changent du jour au lendemain. Et pour autant, on a besoin que les femmes viennent nous rejoindre, acceptent des postes de responsabilité, acceptent de faire le Tour de France s'il faut faire le Tour de France, etc., etc. Et donc, là, il faut mettre en place des garde-fous. Et quelques garde-fous, par exemple, alors bien sûr, il y a le temps partiel et tout ça, mais il y a aussi, par exemple, quelque chose moi, qui me plaît beaucoup, c'est dire on n'impose plus de réunions après 18 heures, de manière à ce que les femmes, avec ce sentiment de culpabilité qui existe toujours, se sentent accompagnées par l'entreprise pour pouvoir, et les femmes et les hommes demain, oui, parce que si les hommes aussi s'occupent des enfants, les hommes aussi ont besoin de sortir après 18 heures. Mais vous avez tout à fait raison, Guillaume. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un changement de mentalité, c'est un changement du capitalisme. C'est un capitalisme éclairé et l'égalité, agir pour l'égalité femmes-hommes, c'est aussi changer un petit peu notre vision du capitalisme. David, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du temps partiel ? Je pense que le temps partiel, aujourd'hui, il est majoritairement féminin et il crée de l'inégalité. Il crée des inégalités tout au long de la carrière et il crée des inégalités à la fin de la vie, finalement. Il crée des ruptures de carrière, parce que c'est plus compliqué derrière de prendre des responsabilités quand on a été en temps partiel. Et donc, il nécessite que l'entreprise fasse un effort positif et pas uniquement neutre
par rapport à ces questions-là. Ça veut dire d'abord effectivement que le temps partiel fait partie d'une carrière normale et ça ne va pas être stigmatisé comme quelque chose qui serait associé à une non-performance. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point ensuite, c'est que si le temps partiel a créé des inégalités, l'entreprise doit, dans sa gestion de carrière, dans l'organisation de son travail, permettre que ces gens qui ont, hommes ou femmes, choisi le temps partiel, puissent avoir des carrières sympas, puissent avoir une efficacité et un impact sur l'entreprise important, et puissent aussi prendre des responsabilités. Parce qu'on peut très bien être dirigeant et avoir de temps en temps un équilibre vie pro, vie perso et correct, c'est pas forcément incompatible. Olga, vous en avez fait un de vos chevaux de bataille, hein, la lutte contre le temps partiel, et vous aussi, vous avez choisi cette proposition, former les DRH pour informer. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Pourquoi vous avez choisi cette proposition? Bah écoutez, un tiers des femmes qui sont à temps partiel, vous avez souligné, monsieur, que c'était les femmes qui, à 80%, étaient à temps partiel. Donc, un tiers d'entre elles veulent travailler à temps complet. Donc, c'est important par rapport, effectivement, à la manière dont on peut essayer d'avancer. Et un point aussi important, c'est que les femmes seniors sont plus à temps partiel que toutes les autres femmes. Et donc c'est un sujet, et c'est un sujet sur lequel notamment le groupe AXA a commencé à réfléchir sur le sujet des aidants et des aidantes. Et donc nous, au laboratoire de l'égalité, on travaille particulièrement justement sur les aidantes. Alors, nous, on a quelques pistes de propositions, de solutions, et par rapport à ce que vous disiez sur les conséquences par rapport aux retraites, puisque on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a 42% d'écart de pension entre les femmes et les hommes qui sont dus notamment avec ce temps partiel qui réduit considérablement donc le salaire. Et une des propositions qu'on fait, et ça existe dans quelques entreprises, donc si vous pouvez peut-être l'expertiser dans vos entreprises, c'est qu'on puisse faire cotiser à temps complet les personnes, femmes ou hommes, qui travaillent à temps partiel. Et il y a un certain nombre d'entreprises qui ont commencé à le faire, et cette cotisation, elle est partagée entre l'employé et l'employeur. Et ça permet, évidemment, au niveau de la retraite, d'avoir cotisé, même si on est à temps partiel en travaillant, sur du temps complet. Donc ça, c'est une piste, à mon avis, qui serait intéressante qu'on puisse expertiser. Et puis après, il y a évidemment toutes les pistes que vous connaissez, sur lesquelles vous travaillez sûrement. Quand une femme est à temps partiel, en principe, eh bien, voir avec elle lors des entretiens annuels si elle souhaite passer à temps complet. Ça existe dans la loi, mais c'est des choses qui sont peu faites en réalité, quand on parlait d'égalité réelle. Donc, essayer d'agir en fait sur cette réversibilité, temps partiel, temps complet. Et puis, ce que moi j'ai peu vu dans les entreprises, c'est fixer en fait cette réflexion sur le temps partiel comme un des objectifs stratégiques avec les partenaires sociaux de diminution du temps partiel. C'est-à-dire que dans les bilans sociaux des entreprises, on a les écarts de salaire, mais avec, comment dirais-je, sur un temps équivalent, et puis à temps plein. Et puis après, dans le bilan social, 3-4 pages avant, 3-4 pages après, on parle effectivement du temps partiel. Je crois vraiment qu'il est temps que ces deux notions soient réunies et que les entreprises et les partenaires sociaux travaillent et avancent sur ce sujet. Très intéressant. Alors, avant de passer sur l'entrepreneuriat, parce que je sais que vous êtes très, très intéressé par cette question-là aussi, parce que c'est une autre manière d'avoir son autonomie financière. Guillaume aussi, je vous ai demandé de choisir les propositions qui vous semblaient les plus pertinentes, et vous m'avez dit la 2, la 2, la 2. Alors, je vais vous laisser présenter la 2. Oui, la proposition numéro 2, qui est dans les 100 propositions Agir pour l'égalité, consisterait à faire porter le coût du congé maternité, non pas exclusivement sur l'entreprise qui emploie cette personne qui part en maternité, mais sur l'entreprise aussi du conjoint, c'est-à-dire de répartir le coût
de ce congé maternité entre les deux entreprises. Parce que, de façon extrêmement concrète, la maternité a un coût réel pour l'entreprise. Parce que quand vous avez une personne qui part en congé maternité, vous continuez à payer les congés payés pendant ce temps-là. Si elle est au-dessus du seuil de la sécurité sociale, c'est-à-dire environ 3 600 €, toute la rémunération qui est au-dessus est payée par l'entreprise. Vous devez remplacer la personne par une personne en CDD, donc vous avez un coût de recrutement de la personne en CDD, plus elle a le même salaire que la personne remplacée, plus 10% de précarité, etc. Donc il y a un coût réel qui est relativement significatif pour l'entreprise, qui dans les très grandes entreprises, dans les entreprises où la masse salariale représente une faible pourcentage de la valeur ajoutée, est supportable, mais qui dans une petite entreprise ou une moyenne entreprise peut être très significatif, surtout s'il y a un incident durant la maternité, si pour une raison médicale, par exemple, la personne doit être arrêtée très rapidement, il y a un point de désorganisation, il y a des coûts supplémentaires qui se font, etc. Et donc, si on répartit entre l'entreprise de la femme qui est enceinte... Du couple, en fait, un enfant, c'est un projet commun. Absolument. Et il n'y a pas de Et donc, raison que ce soit simplement les femmes. L'entreprise Ouais. de la mère qui supporte l'intégralité du Ça couple. revient justement sur la question des retraites également. Ça doit être projet commun et pas simplement pour les femmes. Absolument. Et dans ce cadre-là, c'est un système qui est à somme nulle pour l'ensemble des entreprises, c'est-à-dire que ça ne pèse pas sur la compétitivité des entreprises en France par rapport à leur compétitivité à l'international. Ce n'est pas quelque chose qui va rajouter un poids supplémentaire sur l'ensemble des entreprises. Ça va être juste une répartition entre les entreprises qui ont plus de femmes et les entreprises qui ont Eh plus bien, d'hommes. sachez que ça fera partie justement des mesures que nous allons pousser effectivement cette année au sein du think tank. Alors, l'entrepreneuriat, on a parlé des femmes salariées, on a parlé de l'entreprise qui peut créer un environnement favorable pour les femmes, rattraper les écarts de salaire, aider aux promotions, mais on peut aussi les aider soit à devenir des franchisés, soit à créer leur propre entreprise. Jacques, je vous ai coupé tout à l'heure quand vous avez commencé à en parler. Je sais que c'est important pour vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que vous avez envie de faire pour aider ces femmes justement à passer le cap? Alors Ce après fameux avoir cap que vous parlé avez de évoqué. l'intrapreneuriat, c'est-à-dire comment aider les femmes dans l'entreprise à prendre les choses en main et à obtenir des postes de responsabilité, maintenant comment aider les femmes en général dans la société civile, quand on est une entreprise, eh bien à créer des business et à ne pas s'arrêter en chemin. Alors là-dessus, c'est quelque chose qui nous a beaucoup préoccupés et on a travaillé avec la fondation Entreprendre, qui est une fondation qui aide les entrepreneurs pendant 3 ans pour mettre en place des programmes spécifiques pour les femmes pour entreprendre. Comment écrire un business plan, comment lever des fonds, comment séduire et partir et avancer. Et on a plusieurs milliers de femmes qui ont suivi ce parcours et qui se sont lancées. On est en train de suivre cela avec intérêt, avec des belles réussites. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très, très important. Et là, avec la crise du Covid, on a un sujet aussi, c'est que beaucoup d'entreprises vont souffrir là dans les semaines, les mois qui viennent. Ça concerne les hommes et les femmes, mais aussi les femmes qu'on a avancées. Donc comment ces femmes qui nous ont suivis sur ces programmes, comment on les aide maintenant à tenir le coup? C'est quelque chose qu'on poursuit avec la Fondation Entreprendre et qui est pour nous très, très important. Guillaume, vous aussi, c'est un sujet qui est important. Vous vouliez parler justement de ces femmes avec qui vous avez envie de donner des responsabilités. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai vu que tous les deux, vous étiez membres de Bouge ta boîte, qui a pour objectif d'aider les femmes à créer leur entreprise. Comment encourager les femmes qui vous regardent de créer leur entreprise? Alors, ce que je vous disais, c'est que effectivement, moi, j'ai constaté que dans le groupe, pour des postes de responsable d'agence ou de manager d'agence, on avait 95% de femmes quand on était dans une structure succursale, donc avec des salariés, et à peine 40%, et 60% d'hommes, donc à peine 40% de femmes quand c'était des entrepreneurs. Alors que c'est le même métier, alors que ce sont les mêmes compétences qui sont nécessaires. Mais la différence, c'est le statut, avec un statut beaucoup plus risqué et quand on est entrepreneur, beaucoup plus de sécurité, bien évidemment, quand on est salarié. Et donc, pour accompagner et par militantisme,
ce qu'on a fait dans l'entreprise, c'est qu'on propose à nos managers, salariés, de devenir franchisés, de devenir entrepreneurs en les accompagnant là-dedans, non seulement par de la formation, par de l'accompagnement, mais aussi en mettant en place des crédits vendeurs et un système plus accessible qui leur permet de créer leur propre entreprise. Et je pense que c'est extrêmement important de pouvoir avoir ça. Dans les autres éléments aussi importants, à titre personnel, je suis actionnaire et business angel de Bouge ta boîte, justement, qui est un réseau pour favoriser l'entrepreneuriat féminin et pour aider l'entrepreneuriat féminin, parce que c'est quelque chose auquel je crois, et je pense qu'il faut qu'on puisse s'appuyer véritablement sur tous les talents féminins. Et je voulais juste revenir sur un point qui est fondamental et que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est celui de la liberté que l'on a quand on a un salaire déclaré. Et moi, dans mon métier, notre concurrent numéro 1, c'est le travail au noir. Et le travail au noir, c'est une forme moderne d'esclavagisme et d'aliénation de la femme. Pourquoi? Parce que quand je travaille au noir, je n'ai aucune protection sociale. Je dépends totalement de la protection sociale de mon conjoint. Je n'ai aucune fiche de paye. Et aucune fiche de paye, ça veut dire que je ne suis pas capable d'aller louer un logement. Je ne suis pas capable d'aller faire un emprunt. Je n'ai aucune autonomie financière. Je ne peux pas partir si jamais ça se passe mal. Et donc, trop souvent, j'entends des gens qui, bien pensant, disent « Ah oui, mais je la paye de la main à la main, comme ça, elle n'a pas de taxes. » Mais non, mais c'est pas bien. C'est une forme de complicité d'esclavagisme parce qu'on maintient dans la précarité des personnes qui, derrière, n'ont plus cette autonomie. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment fondamental de le rappeler. C'est que cette autonomie, de faire passer ce message. Cette autonomie financière, elle est fondamentale parce que si vous avez une autonomie financière, vous avez la liberté. Karine Denoy-Bonte, vous représentez justement une profession où vous avez énormément de femmes. Et finalement, quand vous créez votre cabinet d'avocats, c'est aussi une sorte d'entreprise et d'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes ont plus de difficultés à créer leur propre cabinet? Comment est-ce qu'on peut faire pour les encourager? Pour revenir au sujet du temps partiel, quand on est une femme et qu'on crée son cabinet d'avocat, on est la première arrivée, la dernière partie, et il n'y a pas de temps partiel. Il y a encore moins de temps partiel qu'on prend quand on prend des fonctions électives. Donc on a on a une activité libérale. Donc tout ce que vous évoquez est effectivement un monde assez différent et l'enjeu est un peu différent pour nous. Cela dit, je trouve que le confinement a été très très intéressant dans notre activité à nous. En tout cas pour ceux qui ont une activité plutôt de conseil et moins de contentieux, parce que le télétravail a été très intéressant. Donc le télétravail est envisageable chez nous, le temps partiel, ça permet à quelqu'un d'être avocat bien sûr, ça permet pas à quelqu'un de créer un cabinet d'avocat de manière certaine. Oui, donc vous dites que pour vous, le télétravail, hein, Jacques aussi, d'ailleurs, ça a été une des mesures que vous avez soulignées, ça peut être pas en période de Covid où il y avait une charge mentale qui était renforcée, mais dans les années qui vont venir, peut être un outil pour mieux équilibrer vie privée, vie professionnelle, en fait. Hein. Mais alors attention, c'est un peu à double tranchant, le télétravail. Nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une grosse augmentation du temps de travail, en fait, oui, en télétravail. Tout le monde l'a constaté, effectivement. Puisque vous avez le micro, Karine, il y a un élément que nous avons remarqué pendant nos ateliers de travail, c'est le fait que les femmes étaient très en retrait en matière d'investissement, qu'elles avaient beaucoup de mal à anticiper les aléas de la vie, comme le divorce, et surtout à préparer leur retraite. Donc, vous nous avez pourtant expliqué hein, qu'un divorce en moyenne engendre une diminution du niveau de vie de 22% pour les femmes, contre, tenez-vous bien, simplement 3% pour les hommes, et que suite à un divorce, 20% des femmes basculent dans la pauvreté, alors que ce n'est le cas que simplement pour 8% pour les hommes. Donc ce sont des décisions qui sont importantes, et là encore, je sais que vous avez des messages à transmettre aux femmes pour essayer d'anticiper dans tous les moments forts de leur vie. Alors, un message à transmettre aux femmes et puis effectivement un message aussi à transmettre aux professionnels du droit. Et c'est pour ça que j'ai trouvé votre proposition, c'était la proposition 31 je crois, particulièrement intéressante dans la manière dont elle est rédigée. Elle renvoie la responsabilité aux professionnels du droit. Et en réalité, je crois que c'est ça. Parce que quand quelqu'un vient nous voir en général, un avocat ou même un notaire, c'est que les difficultés sont déjà là.
souvent on a envie de leur dire quel dommage que vous ne soyez pas venus avant. Et le sujet, c'est évidemment l'anticipation. Alors, on parle de travail au noir, la difficulté c'est pour la couverture sociale, mais c'est aussi en cas de séparation, parce qu'il n'y a aucun filet de sécurité. On parle du travail à temps partiel, ça permet effectivement de conjuguer vie personnelle et vie professionnelle. Simplement, au moment d'une séparation, le temps partiel, c'est un vrai enjeu quand même sur la retraite. Et donc, il faut anticiper tous ces sujets-là. Les deux sujets phares en cas d'aléas de la vie qui arrivent quand même statistiquement extrêmement souvent, de la séparation, qui est quand même il y a plus de couples qui se séparent que de couples qui restent ensemble. Donc en cas de séparation, les sujets financiers qui n'ont pas été anticipés posent une vraie difficulté. Et moi, je crois que l'enjeu pour l'engagement des femmes et le développement de carrière des femmes, en fait, tout ça est possible si tout est bien organisé financièrement. Je pense, première étape, est-ce qu'on se marie ou est-ce qu'on ne se marie pas ? Le PAC, ça porte évidemment pas les mêmes protections que le mariage. La prestation compensatoire, c'est quand même évidemment une solution pour compenser la disparité de niveau de vie. Donc ça, évidemment, il faut y penser. Le choix du contrat de mariage, c'est fondamental, le choix du contrat de mariage. Il faut s'en parler, il faut savoir donc, par rapport à la situation dans laquelle on est, quelle est la situation la plus adaptée. Et puis il faut se dire aussi que les choses évoluent et qu'un contrat de mariage, ça se change, donc il faut être vigilant. Il y a la construction du patrimoine, évidemment. Une femme qui vient nous voir, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir une femme dans mon cabinet qui me dit « Écoutez, je ne vais pas divorcer parce que je ne vois pas comment je vais me reloger. » Donc financièrement, je crois que je vais être obligée de rester. Et ça, c'est intolérable. Et ce que vous m'aviez expliqué aussi lors des ateliers, c'est qu'en fait, souvent, les femmes se retrouvent sans patrimoine immobilier. Absolument. Parce qu'en fait, elles vont payer les mensualités et en revanche, c'est l'homme qui va mettre le capital et lorsqu'il y a un divorce, elles se retrouvent sans rien. Il y a effectivement un vrai sujet d'investissement immobilier dans le cadre de la vie des couples, parce que les femmes investissent peu. Et donc l'investissement, ça permet d'avoir un toit sur la tête le jour où elles se séparent, ça permet d'avoir un complément de revenu, et si on fait une acquisition immobilière et qu'il y a une participation avec un titre de propriété commun, il faut évidemment faire très attention au financement, parce que c'est ça qui est Bien clé. sûr. Il y a des femmes qui dépensent ce qu'elles gagnent dans le quotidien de la famille, et concrètement, les investissements immobiliers, c'est pas elles qui le font. Et après, c'est chez nous que ça pose des difficultés. Jacques de Péretti, c'est des sujets qui vous parlent. Hein. Vous êtes assureur, la prévention, c'est le cœur de votre métier. Quel conseil donneriez-vous aux femmes aujourd'hui ? Le conseil, c'est tout simplement intéressez-vous aux finances. Ne laissez pas cela, enfin c'est ce que dit notre intervenante, ne laissez pas cela à l'homme, parce que sinon ça ne se passera pas toujours très bien. Et donc, la culture financière chez les femmes, il faut que nous la développons. Et notamment pour préparer la retraite, ce qu'a dit Olga, moins 40%. Les femmes ont des retraites 40% inférieures à celles des hommes. C'est un sujet. Donc par rapport à cela, nous avons décidé de mettre en place ce qu'on appelle des rencontres pour elles. C'est des rencontres que nous faisons dans les territoires. Nous réunissons 20 femmes, 20, 25, 30 femmes tous les soirs et nous parlons de ces sujets-là et nous, bien sûr, aussi proposons des solutions, notamment des contrats retraite spécifiques aux femmes qu'elles prennent et qu'elles imposent à leur homme en disant « Attends, moi, on m'a dit qu'à la retraite, ça n'allait pas se passer comme je pensais que ça allait se passer, j'ai besoin de compenser et c'est comme ça qu'on fait. » Et c'est des sujets très, très importants. On a réalisé depuis 1 ou 2 ans 1500 rencontres pour elles avec des femmes. On a beaucoup travaillé sur le terrain pour continuer. Là, pendant le confinement, on les a fait à distance et on va poursuivre ce sujet-là. Et d'ailleurs, Jacques, vous avez choisi l'une de nos propositions phares aussi, hein, qui était d'intégrer au moment de la déclaration d'impôt sur Internet un écart informatif sur les options de retraite complémentaires donnant droit à des réductions d'impôts. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte dans les ateliers qu'en fait, les femmes n'étaient absolument pas au courant des différents dispositifs existants, qu'elles ne vont pas chercher l'information par elles-mêmes, et donc c'est aussi le rôle des pouvoirs publics de les informer au moment où elles remplissent leurs impôts.
puisque chaque personne dans le couple a un potentiel de réduction d'impôt. On utilise souvent celui de l'homme, on utilise rarement celui de la femme, moins souvent celui de la femme. Est-ce que vous avez l'impression, Guillaume, il nous reste encore 2 petites minutes, un point c'est tout, donc est-ce que vous avez un message que vous avez envie de faire passer pour aider les femmes à renforcer leur autonomie financière? Le message, c'est qu'elles sont aussi formidables que les hommes, voire plus, si j'en crois les résultats qui étaient obtenus par les femmes cadres chaque sac que nous a présenté Jacques tout à l'heure. Donc il n'y a aucune raison. Moi j'ai 3 filles et je leur ai dit, il n'y a aucune raison que vous ayez la moindre limite. Il n'y a aucune raison que vous acceptiez qu'un homme ou que quiconque vous dise, vous ne pourrez pas le faire parce que vous êtes une femme. Le sexe n'a jamais été une possibilité ou une condition pour pouvoir avoir un rêve. Et il n'y a rien ni personne ne doit empêcher une fille, une femme d'avoir un quelconque rêve, d'avoir un rêve professionnel, et vous ne pouvez pas, vous ne devez pas l'accepter. Merci beaucoup Guillaume. David, quel message vous avez envie de transmettre? Je rappelle aussi que votre proposition, c'était objectiver les motifs d'augmentation pour plus de transparence au sein de l'entreprise. Voilà, notre credo, nous, c'est effectivement, évidemment, rêver, c'est bien, mais c'est surtout de se donner les moyens d'avancer très concrètement avec les leviers disponibles dans l'entreprise pour faire progresser l'égalité, corriger les inégalités, je vous l'ai dit, et puis également mettre en œuvre les mesures qui ont été prises ces dernières années, qui sont extrêmement efficaces, mais sur lesquelles on doit encore renforcer nos efforts pour que justement dans les entreprises, là où on est, à hauteur d'hommes et à hauteur de femmes, on puisse effectivement progresser. Olga, votre message? Sur la création d'entreprises, moi je dirais simplement que et les entreprises et les pouvoirs publics ont fait pas mal de choses entre 1990 et 2000. Depuis 20 ans, il n'y a pas beaucoup de choses qui a progressé, puisqu'on stagne avec 30% de femmes créatrices. Donc, à mon avis, c'est à regarder, et ça veut dire qu'il faut s'interroger, peut-être mettre l'accent, en tout cas au laboratoire de l'égalité, on a envie d'avancer sur ce type de piste, sur aider par rapport au développement et au reprenariat. Donc voilà, c'est un certain nombre de pistes que je voulais partager avec vous. Et sinon, puisqu'on arrive à la conclusion, je pense qu'une des propositions qui est presque aussi importante que celle que j'ai mentionnée en introduction sur le congé de paternité, c'est pour moi qu'on puisse avancer sur une loi sur de la parité dans les comités de direction. Voilà, c'était un travail qui avait été démarré par Bruno Le Maire et Marlène Schiappa dans une consultation publique l'année dernière, à cette époque. Je ne sais pas si le gouvernement et la nouvelle ministre va avoir ce sujet dans sa feuille de route, mais en tout cas, je pense que ça mérite travail, discussion avec l'ensemble des entreprises de taille et grande et moyenne et petite, et qu'on essaye effectivement d'avancer pour que quand il y a moins de dirigeants et dirigeantes volontaires comme il y a sur cette tribune, et bien que des entreprises puissent appréhender ce sujet de la parité dans les comités de direction. Merci beaucoup. Karine, dernier message aux femmes, mais peut-être aussi aux institutions, parce que vous nous avez parlé aussi du droit du divorce. Aux femmes, j'aurais envie de dire, pour changer, il faut anticiper, sécuriser, organiser. Elles savent parfaitement le faire pour les autres. Il faut qu'elles le fassent pour elles. Très bien. Pour les institutions, je crois que c'est notre responsabilité de communiquer davantage. On a eu beaucoup de réformes législatives avec des réformes du divorce, beaucoup de choses où finalement tout est autour d'une dimension plus contractuelle, avec plus d'échanges. Je crois que c'est aux professionnels du droit, mais aussi peut-être à tous les professionnels concernés par la situation de se rassembler et de communiquer davantage. Donc mieux informer. Mieux informer. Eh bien écoutez, je vous remercie chacun et chacune d'entre vous pour vos interventions, pour vos messages et pour vos actions au quotidien, parce que c'est ça qui compte. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour faire le point sur tous ces sujets passionnants. Merci beaucoup, à bientôt.